Ça me fait plaisir de présenter François Lagarde, que plusieurs d'entre vous connaissez, qui a œuvré au YMCA, à Kino Québec, à Participation. Il a été expert conseil en marketing social et en communication auprès de 170 organismes. Depuis 2012, il est vice-président communication et engagement collectif à la Fondation Lucie-André Chagnon. Il est aussi professeur associé à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et membre du comité de rédaction de la revue Social Marketing Quarterly. J'ajouterais que chaque fois que j'ai eu la chance d'inviter François Lagarde dans un cours que je donnais, ça a été un succès, puis les gens étaient tout satisfaits du cours sans que j'ai eu rien à faire d'autre qu'un coup de téléphone pour lui parler. Alors, je lui en suis bien reconnaissante au cours de toutes ces années. François. Bien. Merci Marie-France. Très content d'être de retour. Oui, ça se peut qu'il y a eu des petits soucis de compatibilité de vidéo. Fait que vous allez m'excuser, ça se peut qu'on joue. Et la personne qui atrophie mon cerveau à tous les jours, mon adjointe est ici au cas où je n'y arrive pas. Merci Lynn. Écoutez, d'abord, merci au comité organisateur et je veux juste souligner à quel point je suis impressionné par la continuité des journées annuelles de santé publique, l'INSPQ, la SPQ, depuis 22 ans, parce que la première, c'est l'an zéro. Ils ont réussi à rassembler les gens, des visages que je reconnais, des collègues, des leaders, des ex-étudiants. C'est vraiment chouette, puis je pense que ça vaut la peine de féliciter parce que ça commence par ça, la mobilisation. Alors, bravo à l'INSPQ et la SPQ. Comme je fais partie de la génération qui a failli en matière d'équité, selon M. Crépeau, donc je ne donnerai pas de leçons ce matin. Je veux juste dire que Richard Lessard n'est pas dans la salle, mais c'est celui qui m'a donné le premier mandat de réflexion sur le rôle de la santé publique en matière de communication publique en 1994. Je ne vais jamais l'oublier. Et j'étais conférencier aux premières JASP en 1997. Et le titre de mon intervention, c'est « Les indicateurs, sources de statistiques ou sources de changement ». C'est drôle. En tout cas, je suis retourné à ma présentation de 87. Je vous garantis qu'elle a évolué. Mais il y a quelque chose là d'assez intéressant. Puis, je vais faire un petit sondage. Je suis un gars de marketing social. Je veux connaître mon auditoire. Il y a combien de gens ici qui œuvrent au sein du réseau public de santé publique? Très grande majorité. Il y a combien de gens qui œuvrent au sein d'une ONG, dans le sens très large du terme? Beaucoup moins, très bien. Il y a combien de gens ici qui génèrent et préparent des données pour d'autres? OK. Combien d'entre vous le font pour des intervenants à l'intérieur du réseau public de santé publique? Puis il y a combien de gens, parmi les gens qui préparent, génèrent et préparent des données, le font pour des gens à l'extérieur du réseau de santé publique? Ça va? Il y a combien de gens qui utilisent des données pour modifier, penser leurs pratiques professionnelles? Il y a combien de gens qui utilisent des données pour influencer des décideurs en matière de politique publique? Ça va bien, ça va bien. Je suis à la bonne place. Alors, le thème des JASP, c'est au-delà des murs. Hein? Alors, beaucoup de mes propos ce matin, c'est au-delà de la santé publique. Okay? Je veux juste vous dire. Et je n'ai pas de leçons à vous donner et j'ai plein de bons exemples issus du réseau public de santé publique de gens qui font exactement les choses qu'il faut en matière de données. Donc, je veux juste dire, je vous offre pas une leçon, mais un reflet de ce qui fonctionne le mieux, selon moi, et qu'on devrait probablement propager. Puis je vous annonce, je commence par la fin, la diapo 22 de ma présentation, je vais vous dire quand, vous devriez prendre une photo, ça résume mon propos en quelques lignes.
J'ai été consultant pour plusieurs groupes dans la salle. Je suis à la Fondation Chagnon et depuis 2012, 2005 au niveau en termes de consultant, mais 2012 comme vice-président. D'entrée de jeu, je vous dis, en tant que personne, puis en tant que représentant de la Fondation Chagnon, on partage une vision, la vision qu'on a rédigée, mais à laquelle on s'associe. On ne dit pas que c'est notre vision, mais c'est celle à laquelle on adhère. C'est que le Québec soit une société solidaire, juste et inclusive, dans laquelle chaque enfant, chaque famille puisse se réaliser et y participer pleinement. C'est un énoncé d'équité, puis ça nous anime profondément, et on s'emploie à être les first followers de gens qui travaillent à créer des conditions systémiques, durables, pour réduire les inéquités en matière de développement et de prévention de la pauvreté. Fait que on est dans la même foulée. Donc, 5 clés. Là, en 2008, j'ai donné une autre présentation au JASP qui s'appelait « Les clés d'une communication santé réussie ». Fait que, là, j'en avais 10. À l'époque, j'en ai 5 maintenant. Le mot-clé que je vous dirais de mon intervention, ça a été dit précédemment, c'est pas de la donnée pour de la donnée. On utilise la donnée. Pourquoi? Je dirais, pour y quitter dans 30 secondes, c'est pour rallier. On veut rallier des gens dans l'action, puis la donnée est un élément d'une équation qui fait que les gens se rallient, mais c'est certainement pas la seule. Donc, il faut avoir une certaine humilité par rapport à la donnée, il faut l'accompagner, il faut la scénariser, il faut la mettre en contexte, il faut qu'elle soit portée par plus de gens que vous. Ça, c'est certain. Donc, on veut rallier, puis le message à la santé publique que je porte ce matin, c'est qu'il faut aussi apprendre à se rallier à d'autres. Ce n'est pas seulement la santé publique de façon autodéterminée qui se dit leader, puis qui essaie de rallier. Puis il y a de très bons exemples, puis j'en ai nommé une que je connais, Catherine D., qui met à profit tout son génie et son organisation dans des opérations d'action collective en matière des tout-petits, par exemple. Donc, et évidemment, je veux souligner le travail de gens à l'Observatoire des tout-petits, Fanny, Marie-Lou, qui sont dans la salle, je crois, Élise, peut-être Mathieu, mais qui font du ralliement leur marque de commerce, puis on apprécie énormément le fait que la santé publique s'associe à des opérations, à des actions collectives. Donc, le mot « rallier » est très important. Rallier, mais aussi s'allier, se rallier à d'autres, c'est majeur. C'est pour ça qu'on utilise la donnée, entre autres. Ma première clé, c'est garder en tête les utilisateurs éventuels des données. Alors, toutes les personnes qui préparent de la donnée, qui génèrent de la donnée et qui préparent de la donnée, puis je les salue. Puis j'ai eu d'abord, à la Fondation, on travaille étroitement et on soutient des enquêtes populationnelles, ECDEM, ELDEC notamment. Il y a des gens de l'ISQ sûrement dans la salle. Je ne sais pas quoi. Non? Oui? Non? Bon, dommage. Donc, on soutient ces gens-là et il y a combien de gens qui, sur leur carte d'affaires, ont le mot « surveillance ». OK? Bonjour. En 2008, si vous étiez dans le réseau, vous vous souvenez peut-être d'un instrument qui a été produit, puis j'invite tout le monde qui joue avec la donnée à aller voir cet outil-là, qui s'appelle « Surveiller votre diffusion ». Il y a un petit jeu de mots coquin, auquel j'ai collaboré avec d'autres et avec des gens du secteur de la surveillance en santé publique. Puis, on a challengé le milieu de la surveillance en disant la diffusion ne commence pas lorsque la donnée existe dans un document de 142 pages en PDF. La réflexion sur la diffusion de données débute avant même de penser à un projet de surveillance. Puis, je vous incite à penser aux utilisateurs éventuels des données au tout début. Pas qu'est-ce qu'on va documenter, pour qui on va documenter, pourquoi on va documenter.
et de tenir compte de grandes questions et de petites questions quand vient le temps des utilisateurs. Donc, qui sont les utilisateurs? Comment on pense qu'on pourrait être utile à leur prise de décision ou à leur action? Comment on peut les rejoindre? Quand sont-ils ouverts à de la donnée? Ça, c'est des questions de base. Pour les gens qui ont suivi un cours de marketing social, vous savez vous vous reconnaissez. Mais pensez aux utilisateurs avant un projet, dès le début. Et je pense que c'est à la page 5 de ce document-là. Vous avez un guide à l'épreuve des cons là, sur les petites questions à vous poser avant un projet de surveillance, pendant la collecte de données et bien sûr lors de la diffusion. Diffusion qui doit être une occasion beaucoup plus d'interaction que d'envoi unilatéral, unidirectionnel d'informations. Je vais revenir sur ce point-là. Ça a été évoqué par les conférencières précédentes. Ma deuxième clé, c'est pas juste de parler de l'enjeu, c'est parler de l'urgence de l'enjeu, puis de parler des solutions. Alors ça, on est assez bon en santé publique, puis je m'inclus, à documenter des enjeux, alors que si ça peut attendre, les gens vont vous dire qu'on va attendre. Donc, il faut générer un sentiment de dire, il faut que ça se passe aujourd'hui. Il y a quelques années, c'était déjà vrai, là, vous savez, dans les médias, par exemple, à chaque soir, à peu près tous les journalistes font une opération mentale, mais la métaphore, c'est leur ordinateur. Ils prennent leur ordinateur, ils font « select all, delete ». Donc, c'est un travail à recommencer à tous les jours. Et les gens se posent pourquoi je devrais porter une attention à tel enjeu aujourd'hui. Sinon, on attendra à demain. Puis vous le savez comme moi, attendre demain, ça veut dire l'écarter. Alors, il faut travailler là-dessus. Je vais vous montrer, j'espère que ça va fonctionner, 2 vidéos. Je pense qu'il y en a 2, qui utilisent la donnée. Il y en a un qui c'est de l'Observatoire des tout-petits, qui a été utilisé presque au début de l'Observatoire pour parler des inégalités avec de la donnée, mais en étant dans un narratif, dit-on, ces jours-ci. Au Québec, un enfant sur 4 à la maternelle est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Ça sera, je vous l'avais dit. Cette proportion atteint on va un régler enfant ça. sur 3. Le son, est-ce que... À titre d'exemple, à l'âge de 3 ans, les enfants de familles défavorisées connaissent en moyenne 600 mots de moins que ceux provenant de familles favorisées. Cet écart n'est pas sans conséquence. Les enfants plus vulnérables sont à risque de rencontrer des difficultés dès leur entrée à l'école. Vous n'avez rien entendu? Bou, bou, bou. OK, on recommence. Au Québec, un enfant sur 4 à la maternelle est vulnérable dans au moins un domaine de développement. Cette proportion atteint un enfant sur 3 en milieu défavorisé. À titre d'exemple, à l'âge de 3 ans, les enfants de familles défavorisées connaissent en moyenne 600 mots de moins que ceux provenant de familles favorisées. Cet écart n'est pas sans conséquence. Les enfants plus vulnérables sont à risque de rencontrer des difficultés dès leur entrée à l'école. Ces difficultés peuvent influencer tout leur parcours, et ce, jusqu'à l'âge adulte. Heureusement, il est possible de changer les choses. En offrant des services de garde de qualité, des lieux publics ou socialisés, des enseignements adaptés, des activités de loisirs et des environnements stimulants. Agir dès la petite enfance, c'est permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. Ensemble, faisons grandir le Québec. Pour en savoir plus, consultez toutpetit.org. Alors voilà, un autre qui est américain, celui-là, vous allez voir, qui raconte aussi une histoire avec beaucoup de chiffres, mais qui interpelle à la fois les enjeux qui a détruit notre maison et m'a forcé à voir la vie autrement. Quand j'avais 13 ans, ma famille et moi vivions dans une petite mais belle maison. On avait de bonnes relations et on s'aimait. Et aussi on aimait nos affaires. Ça peut paraître bizarre d'utiliser le mot. Donc on revient. Plus fort. Un peu plus fort, s'il vous plaît.
Production à petit budget, sérieusement, pour avoir pris de l'information, et qui est très efficace, qui illustre beaucoup de principes et qui donne espoir aussi. Alors, encore une fois, la donnée doit être utilisée aussi pour la solution, puis démontrer qu'on peut relever des défis. Parce que des fois, on assomme les gens avec des données qui peuvent décourager aussi. Alors, dans le storytelling, démontrer ça et d'interpeller. Ce qui m'amène au prochain point, interpeller l'âme et le cœur, pas seulement la tête. Et la meilleure façon de le faire, c'est avec des récits, pas seulement des données. Donc, accompagner la donnée de récits. Tantôt, c'était intéressant, il y a eu une intervention précédente sur la tension qu'on vit toujours entre la responsabilité individuelle et la responsabilité collective. Et quand on veut réduire les inégalités puis agir sur des déterminants de la santé, par exemple, c'est clair qu'on interpelle la responsabilité collective. Mais selon les idéologies des gens qu'on rencontre, opposer ces choses-là, c'est être l'artisan d'un échec de notre plaidoyer. Il faut être capable de concilier et de démontrer que ce n'est pas un ou l'autre, mais c'est bien l'un et l'autre, et que en général, une politique publique aide aussi les gens à assumer leur part de responsabilité, mais fait en sorte que les conditions qui ne sont pas à la portée d'une action individuelle puissent être abordées. Alors ça, c'est beaucoup de pédagogie et ça se fait très bien par le récit. J'avais fait une lecture il y a quelques années qui m'avait beaucoup marqué, qui avait dit « Il s'agit de raconter l'histoire d'une personne qui veut bien dans une journée donnée, mais qui rencontre des obstacles dont on ne contrôle pas. Puis que vous, par exemple, comme mairesse d'une ville ou autre, vous avez des leviers. Et en général, à l'intérieur des budgets existants, vous pouvez régler. Alors ça, c'est des pitchs, excusez-moi l'expression, qui fonctionnent très bien, mais je vais juste vous dire, des fois, on se présente, même avec un enjeu sur les inégalités ou les inéquités, puis on confronte une idéologie politique, puis des fois, ça braque les gens, alors qu'on devrait démontrer qu'il y a des compatibilités possibles sur ces questions-là. Puis je ne dis pas de vous prostituer en termes idéologiques, je dis simplement de démontrer qu'il y a des choses qui peuvent se concilier, même là. C'est en général en montrant que les politiques publiques ont une place et c'est un maillon d'une chaîne d'action. Alors, je veux juste vous montrer quelque chose qui a été très, très payant pour moi pour faire justement cette démonstration-là sur des principes d'équité, d'égalité. Et peut-être que vous avez déjà vu une version de ça. C'est de montrer que traiter les gens de façon égalitaire, puis là, je suis à côté de Marie-France Reynaud, qui fait des démonstrations sur l'universalisme proportionné de façon extraordinaire. Mais elle va se retrouver aussi là-dedans. Mais une approche égalitaire, c'est de fournir à des enfants des boîtes de la même hauteur pour regarder un match, en reconnaissant qu'il y a une barrière qui les empêche de regarder. Mais si on fournit aux gens la même boîte, qui est une approche égalitaire, seulement le plus grand va être capable de regarder. Ensuite, on passe à l'équité, c'est-à-dire ou l'universalisme proportionné, où on va fournir des boîtes inégales en hauteur, mais qui vont permettre une vision égale du match. On poursuit à la prochaine, mais des gens qui travaillent sur le upstream, en amont des enjeux, vont arrêter de regarder les boîtes, puis ils vont se dire, bien, le problème, ce n'est pas la grandeur des enfants, ce n'est pas les boîtes, c'est la clôture. Et où la clôture? On peut-tu enlever la clôture? Puis je fais juste vous dire, des fois, déjà là, avec des maires de certaines villes, moi, je suis arrivé avec ce dessin-là, j'ai dit, j'aimerais ça qu'on parle de la clôture. Qu'on arrête de parler des boîtes que les parents peuvent avoir pour leur enfant, puis vous avez un contrôle sur la clôture, on peut-tu? Et après, on fait la transposition. Mais si on veut être vraiment dans une société solidaire, juste et inclusive, il faut se poser la question, comment ça se fait que les enfants, il y en a qui jouent, puis il y en a d'autres qui sont des spectateurs? Puis la vraie valeur derrière notre effort, le vrai narratif, c'est un narratif d'inclusion. Et comment faire en sorte que tous les jeunes jouent? Alors, ça, c'est des...
quand vous accompagnez vos données, puis vous dites, mes données sont en train de démontrer, puis là, je me rallie à aussi des mentions précédentes, de placer la valeur d'abord, puis ensuite la donnée et la mettre au service d'une démonstration d'un enjeu et d'une solution possible, et d'amener les gens à dire, vous avez des leviers systémiques, on ne dit pas ça à un maire ou une mairesse, là, mais c'est ça qu'on est en train de dire, bien, ne serait-ce que par l'image de la clôture à enlever et de se soucier d'une inclusion de l'ensemble des enfants, dans ce cas-ci, dans le jeu, c'est important. L'Observatoire des tout-petits a utilisé beaucoup le récit, alors que relativement peu de données. Parce qu'il y a des situations où la donnée n'est pas là, on a, puis ça a été dit tantôt par M. Crépeau, c'est important de documenter les enjeux. Mais des fois, on ne les a pas, les données, ou on a peu de données. Alors, le récit devient encore plus important comme solution pour réclamer de la donnée. Okay? Alors ça, l'exemple de l'Observatoire des tout-petits est assez éloquent sur le dossier migrant, entre guillemets. Montez le son, s'il vous plaît. Jacob, 40 degrés de fièvre, s'est vu refuser un rendez-vous à l'accueil du CLSC. Priya n'a jamais eu de suivi de grossesse ni de test de dépistage. À 32 semaines, des complications qui menacent sa santé et celle du bébé sont diagnostiquées à l'urgence. Leila vit maintenant avec des complications rénales à cause d'infections urinaires non traitées. Luca et Maëlie n'ont pas vu de médecin depuis leur naissance, car leurs parents n'en ont pas les moyens. Encore aujourd'hui au Québec, plusieurs tout-petits, dont certains nés ici, ne sont pas couverts par l'assurance maladie. Une assurance qui leur est refusée, par exemple, en raison de leur statut d'immigration ou de celui de leurs parents. Ils sont donc plus à risque de connaître des problèmes de développement qui les suivront toute leur vie. Une situation qui fait mal à ces enfants et à notre société. Alors, ça démontre très, très bien ce que je disais. Et je me souviens d'avoir eu beaucoup de discussions avec Fanny en préparation de ce dossier. Est-ce qu'on a des chiffres? Est-ce qu'on a des chiffres? Non, on n'a pas vraiment. On a, mais c'est soit anecdotique ou préliminaire, etc. Et d'intégrer dans l'argumentaire l'importance de documenter, mais on ne va pas attendre d'avoir les chiffres pour commencer à travailler. Alors ça, c'est intéressant aussi. Prochaine clé, associer les voix ou s'associer à des voix des premiers intéressés. Ça, c'est intéressant. Je rappelle, Marie-France, tu m'as déjà invité à un cours de résidence santé communautaire. Puis tu m'avais invité, tu t'en rappelles peut-être pas, là, mais pour comment parler de pauvreté et comment parler aux gens en situation de pauvreté. Et faire parler les premiers intéressés, c'est hyper important. Souvent, puis on est bien intentionné, Ginette Paquet, qui est peut-être dans la salle ou pas, mais que plusieurs personnes connaissent, moi je suis le fan numéro 1 de son livre publié en 1988. Il y en avait qui étaient dans Pouponnière, là, je ne sais pas trop, mais elle a écrit un super livre sur les inégalités en santé qui m'a beaucoup, beaucoup marqué et qui parlait de la distance culturelle entre les intervenants de santé publique et les classes dites populaires, là, qui était un terme assez consacré auparavant. Puis, l'autre exemple que je vais vous dire, moi j'ai été très, comme citoyen, j'ai été très, très impressionné de suivre le débat sur l'aide médicale à mourir. Et la bascule dans les commissions parlementaires s'est passée lorsque des gens dans la situation ont parlé de leur histoire. Et là, il y a eu une espèce de bascule de lien avec des valeurs et des données, mais c'était assez fascinant. Puis les gens qui ont fait que ça a passé, entre guillemets, c'est les gens qui ont raconté leur propre histoire, qui ont expliqué. Il n'y a pas plus holistique qu'une personne dans une situation de pauvreté qui raconte sa journée. Alors, il y a un projet qu'on soutient depuis ses tout débuts à la Fondation, qui est le projet AVEC du collectif pour un Québec sans pauvreté, dont on est très fiers d'être un des first followers et qu'on reste des followers
important. Je vous invite, tout le monde de la santé publique, à googler « Projet avec, collectif pour un Québec sans pauvreté ». Et je vais vous passer 30 secondes. C'est un très long, mais c'est juste parce que je voulais m'assurer que dans une journée où on allait parler d'équité, on allait donner justement un petit bout de temps aux voix des gens, par exemple en situation de pauvreté, pour voir comment ils parlent de leur situation. On va regarder quelques secondes. Je voulais passer 6 minutes, mais je n'aurai pas le temps. Le son, toujours, s'il vous plaît. Je vais commencer en terminant la présentation de Laure, en sortant du stage. Je me suis dit, oh non, il y a ça que je voulais dire. Fait que pour elle, je vais vous le dire. C'est une citation de Jacques Poulain qui dit « Ce qui compte, ce sont les liens d'affection qui relient les gens entre eux, formant une toile immense et invisible, sans laquelle le monde s'écroulerait. » Puis ça va tellement bien avec notre présentation, parce que juste avant la pause, Micheline me disait, mais ce qu'on vient d'entendre, là, c'est ça qu'on veut dire. Puis là, c'est nous qui va le dire. Il y a des décisions politiques qui peuvent sembler très logiques, mais qui discriminent des gens. Il faut avoir accès à la pensée, à l'intelligence et à la réalité des personnes en situation de pauvreté pour que se prennent des décisions qui améliorent réellement leurs conditions de vie sans discrimination. Ces personnes sont des expertes et agissent pour en sortir. On va regarder les impacts de ces décisions-là dans la vie des personnes en situation de pauvreté. On va se demander pourquoi c'est comme ça. Et puis, penser, décider et agir avec les personnes en situation de pauvreté, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce que ça changerait si on le faisait avec elles au moment de prendre les décisions qui les concernent? On dit qu'au Québec, il y a des lois, des pratiques sociales, des décisions politiques, des institutions qui sont discriminatoires. C'est quoi ça, une décision discriminatoire? Aucun programme de retour à l'emploi, même à temps partiel, dès qu'une personne est déclarée invalide. Aucune assurance, aucun prêt dans les caisses populaires quand on est sur l'aide sociale. Peu de construction de logements sociaux. Le maintien de la distinction bon pauvre, mauvais pauvre à l'assistance sociale. La coupure pour les pensions alimentaires pour les prestataires d'aide sociale. Les personnes seules et les couples sans enfants reçoivent moins de revenus par personne que les personnes et les couples avec enfants. À l'aide aux études, le manque... C'était un teaser. Mais il faut écouter ce genre de vidéo-là pour se rappeler que quand on est porteur d'un enjeu d'iniquité, on s'auto-déclare relayeur de ces réalités-là, puis je ne suis pas sûr qu'on est toujours les meilleurs. Alors, quand je dis associer des voix des premiers intéressés, le projet AVEC est un exemple extraordinaire au Québec. On devrait s'en inspirer. Puis je pense que les gens de santé publique, il y en a plusieurs qui travaillent avec des groupes de citoyens, etc. Vous le faites très bien. Puis continuez. Puis n'ayons pas peur, quand on véhicule de la donnée, d'accompagner ça d'une perspective sentie dans la réalité. Et ça vient toucher aussi l'âme et le cœur, pas juste la tête, mais ça touche aussi à la tête. Parce que les gens veulent aussi être cohérents avec certaines valeurs. Puis je veux juste vous dire, associer des voix, bien sûr, de citoyens, encore une fois, par des sondages, l'Observatoire le fait, par des sondages d'opinion, mais aussi d'amener des citoyens avec soi, puis des citoyens qui ne sont pas nécessairement en situation de pauvreté, mais qui sont porteurs d'une valeur de solidarité, pour que les décideurs n'aient pas le sentiment qu'ils sont en train de traiter d'un enjeu de clientélisme, mais qui sont en train de s'inscrire dans un mouvement d'adhésion plus large que les seuls premiers intéressés aussi. On a parlé de leaders, je ne vais pas répéter, mais les leaders, très souvent dans mon expérience, vous savez, en plaidoyer, il est toujours bon de se faire accompagner par quelqu'un qui va dire « ouais, il a raison ». Puis dans le « ouais, il a raison », c'est beaucoup la faisabilité de la mise en œuvre. Un décideur, ultimement, veut être assuré sur la mise en œuvre de votre solution et son efficacité à relever le défi de l'enjeu. Alors ça, se faire accompagner de leaders, incluant des leaders non traditionnels.
Puis bien sûr, quand je parle de non traditionnel, c'est aussi parce que ça crédibilise le fait que vous disiez qu'il y a une adhésion et un mouvement derrière ce que vous réclamez. Là-dessus, il y a eu aussi des exemples. Fanny parlait dans son intervention de la mobilisation de partenaires. Il y en a eu aussi sur le dossier de la maltraitance. Puis là, je vais vous passer très rapidement 2 diapos pour vous montrer ce que ça veut dire rallier. L'autre, OK? Fait que ça vous donne une idée. En volume. Dernier point. Établissez des relations, dialoguer et outiller les décideurs. Je pose souvent la question, il y a un projet dans lequel on est impliqué, on soutient, qui est mené en Chaudière-Appalaches par le groupe PRECA, qui s'appelle Pour rallier. Puis si vous voulez aller, autre site intéressant, vous pouvez vous inscrire à l'infolette. Pour rallier, POURRALLIER.com. C'est un site pour aider les intervenants locaux et régionaux dans leur effort de plaidoyer à l'échelle donc locale et régionale. Et c'est sous la forme d'une série de questions. Il y en a 58. Il y a une version 25 qu'on a travaillée, qui sont autant de facteurs de succès dans vos opérations de plaidoyer. Okay? Ça résume. Et une des choses, c'est de dialoguer, d'établir des relations. Vous allez avoir, moi quand je résume notamment le marketing social, je dis souvent, si vous voulez que les gens s'intéressent à vous, encore faut-il que vous vous intéressiez à eux. Alors, un décideur, une personne en situation de leadership et de pouvoir, c'est une personne qui a des motivations. Vous pourriez être agréablement surprise et surpris de son intention en termes de la réduction des inéquités. Donc, ne pas juste vous centrer sur la donnée, pas juste sur votre message, l'auditoire, l'interaction, la relation que vous devez établir. Puis là, favoriser le dialogue. Je vais vous montrer un dernier vidéo, le prochain, d'une pub de Centraide. Oui, il me reste 30 secondes. Okay. Le son. C'est l'imagerie pour susciter le dialogue. Je vais résumer, on peut baisser le son. C'est Centraide du Grand Toronto qui, vous savez, il y a souvent des photos de Toronto avec la tour du CN. Puis, ils ont créé une tour qui est de 160 étages, etc., pour illustrer qu'il y a 116 000 personnes en situation de pauvreté à Toronto. Puis, si on devait planter ça au cœur de Toronto comme étant une marque de Toronto, ça donnerait une certaine image que Toronto n'est pas juste la capitale de l'argent, mais c'est la capitale de la pauvreté au Canada. Alors ça, c'est des images très, très fortes à partir d'une donnée, mais qui vient frapper l'imaginaire, challenger l'imagerie qu'on peut se faire d'une ville, d'un milieu, d'une collectivité. Très, très fort. C'est un déclencheur de dialogue. C'est pour venir chercher les gens. Alors, la diapo à prendre en photo. Tadam! Prenez ça en photo. Ça résume mon propos. Donc, 5 clés. Pensez aux utilisateurs, parler d'urgence d'agir et des solutions, parler à l'âme, au cœur, pas juste à la tête et au porte-monnaie, je dirais. Associer des voix, puis établissez des relations, entamer un dialogue. Et si vous accédez à ma présentation, vous allez avoir des rappels de certaines lectures ou sites web qui pourraient vous intéresser si vous voulez poursuivre l'amélioration de vos communications en matière de données, mais intégrées à un effort beaucoup plus large de mobilisation et de participation à des changements systémiques. Voilà, merci beaucoup. On a le temps pour pas beaucoup de questions, mais un peu, oui. Bonjour. 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 Je travaille avec Claire et Susan Snelling dans les CCN, dans les centres de collaboration, plutôt avec le centre de collaboration en déterminant la santé. Je m'appelle Pema. Merci pour votre présentation. Je vous remercie pour amener l'idée des récits. Je voulais juste faire un petit commentaire que même ce matin, il y avait une récit qui a été créée avec le plénière
de ce matin parce qu'ils ont dit que nous sommes tous des immigrants. Nous sommes tous des migrants. Je voulais juste dire que moi, j'ai réfléchi beaucoup sur les récits, mais aussi les faux récits. Cet encadrement du phrase, cette way of framing la phrase, ça implique qu'il n'y a pas des Autochtones dans l'auditoire de JASP qui participent à JASP. Ça implique aussi que le Canada représente seulement une sorte de personnes, les personnes qui ont venu au Canada et non les peuples autochtones. Et alors moi, je voulais juste dire qu'en santé publique, surtout les personnes qui travaillent avec les inégalités sociales en santé, que utiliser les récits, c'est très important. Je suis complètement d'accord avec vous. Mais juste réfléchir sur les récits qu'on crée aussi, parce que ça peut renforcer les récits qui sont faux et qui sont problématiques. Oui. C'est pas la même. C'est une faux amie en français, mais problématique. Très bien. J'apprécie. Oui. Il y a des effets paradoxaux potentiels à chacune de nos actions, incluant les actions de communication. Tout à fait. C'est un enjeu éthique même. D'autres questions? Moi, j'en aurais une. Oui. Tu as beaucoup insisté sur les... tu nous as montré plusieurs vidéos, puis je les trouve très parlantes. En 2 minutes, on passe un message. Toi, ton avis, là, est-ce qu'on devrait investir là-dedans, dans nos organisations, pour faire des vidéos? Est-ce qu'on devrait aller se former? Est-ce que tu trouves que c'est un outil puissant et qu'il faut l'utiliser? La réponse courte, c'est oui. La réalité, c'est que ce n'est pas à la portée de tous les acteurs, dépendant de votre organisation ou votre palier d'intervention. Puis, je reste convaincu que le canal de communication le plus influent reste l'interpersonnel. Donc, ceci étant, dans mon cours à l'université, je donne un cours sur comment faire des présentations. Puis, là, je vais peut-être tomber dans un stéréotype, mais les gens de surveillance sont super à l'aise avec la donnée, sont moins à l'aise avec le récit. Je vais le dire de même, mais peut-être, je ne pense pas que je me trompe. Et là, le vidéo est aidant. Si vous, dans votre personnalité, dans votre aise de présentation, raconter une histoire, ce n'est pas votre tasse de thé, puis vous êtes un peu mal à l'aise et vous avez même une crainte de mal représenter les gens, etc. Là, le vidéo, puis écoutez, faites une recherche sur Google, vous allez en trouver, puis YouTube. Il y a à peu près des vidéos sur tout ce qui existe dans l'univers. Puis des fois, ça n'a pas besoin d'être une vidéo parce que vous travaillez dans Chaudière-Appalaches qui vient de la base pour que ça soit crédible. Des fois, une petite vidéo de 1 minute qui vient illustrer votre propos pour aller chercher les gens à d'autres niveaux, puis après, vous arrivez avec votre donnée. Alors, et l'autre chose, il se produit beaucoup de matériel sous-utilisé. Fait qu'avant de penser à la production vidéo, encore une fois, j'essaie d'être réaliste, là, pour dire direction régionale de santé publique qui dit « Oui, c'est bien bon, on ne sera jamais capable ». Il y a beaucoup d'organismes, incluant l'Observatoire, des groupes, des ONG qui produisent des choses. Allez repiquer ça, puis rediffuser ça, puis ça va faire le travail très, très bien. Et si un jour vous avez un budget pour faire de la vidéo, bien oui, mais là, encore une fois, faire appel à des experts, puis là, je ne parle pas, entre guillemets, pour ma paroisse, mais à des experts de communication, parce que si vous concevez une vidéo comme on conçoit une intervention dans un colloque, il va être plate, votre vidéo. Ça, c'est ça. Merci beaucoup, François.